Alors bonjour Alexia, Bonjour Jérôme Star. après t'avoir croisé sur les plages de l'île de Ré à cheval, aux conférences de presse des ch'tis, enfin bref partout, je t'invite donc sur mon canapé. C'est parfait, en plus il n'y a que des beaux garçons. C'est ce qu'on appelle une promo canapé. Bon écoute, j'espère qu'en tout cas tu ne seras pas obligé de coucher avec moi pour répondre aux questions. Ça dépend, est-ce que t'as un bon coup? Mais qui sait? Ah ça je sais pas. Mais écoute, tu nous diras ça plus tard, hein. On verra J'ai ça. pas dit que j'y allais, je pose la question. Écoute, paraît-il que oui. Ah, paraît-il que oui. Paraît-il. Mais moi je suis beaucoup trop vieille pour toi. Et Ah, puis, en plus, écoute j'ai un sacré défaut dans ce métier, c'est que je suis incroyablement fidèle. D'accord, bon écoute, Voilà. c'est très bien en tout cas. Donc, On va parler donc du succès de cette rentrée, à savoir donc les ch'tis, cette nouvelle édition donc des ch'tis à Las Vegas. Alors première question, comment t'expliques ce carton d'audience? Je pense que le pari qu'on a fait avec W9, c'était de fidéliser le public sur des héros de série, parce que ce ne sont pas du tout des comédiens, récurrents. Et un peu à la manière justement des séries, c'est des gens qu'on retrouve de saison en saison. C'est comme quand vous attendez la nouvelle saison du Mentaliste. C'est le même principe. Vous avez envie de revivre avec ces gens-là. C'est plus vraiment de la télé-réalité, c'est de la script. Non. Non, de la... Attends, Non, il y avait c'est le la mot l'autre fois. constructed. De la constructed reality. Ouais. Alors explique-nous ce concept, parce que c'est vrai qu'il y a 36 000 concepts qui débarquent en ce moment, on se perd un peu. La constructive, l'exemple le plus flagrant, c'est Secret Story. C'est-à-dire que tu prends une télé-réalité, tu mets des gens dans un contexte qui est relativement différent du leur, et tu envoies ce qu'on appelle des stimuli, qui sont prendre les secrets, genre ta mission, ouais. voilà, etc. Donc ça, c'est vraiment de la constructive. Nous, on fait de la constructive, c'est-à-dire qu'on les met quand même dans un environnement qui n'est pas le leur, mais là où c'est différent, c'est qu'on leur donne des outils, donc c'est ce qu'on pourrait appeler des stimuli, et après ils en font ce qu'ils veulent, mais ils sont quand même dans un contexte qu'ils maîtrisent, puisque c'est le métier, c'est leur métier, c'est la nuit, etc., etc. Après, il y a la scriptée. Donc ça, c'est le jour où tout a basculé. Voilà. Voilà, et ça va être bientôt ce que va lancer W9 qui va être très intéressant, qui s'appelle YOLO. Voilà. Ce sont pas automatiquement des comédiens professionnels, c'est des comédiens amateurs qui ont une base d'histoire qu'ils doivent suivre, mais dans lequel ils peuvent dialoguer librement. D'accord. Genre, tu m'as trompé avec un homme, je viens de le découvrir. Mais tu es dégueulasse, comment t'as pu me faire ça? Voilà. Mais là, c'est moi qui parle, c'est pas écrit. D'accord, ok. Revanche, En gros, t'as le thème et tu t'exprimes. Le fait qu'à la fin, tu vas dire tu ne le reverras plus jamais, tu resteras avec moi, ça c'est écrit. D'accord, ok, je comprends. Petite variante aussi, on a eu les Marseillais à Miami. Alors, d'où vient cette idée d'avoir comme ça voulu développer une autre communauté un petit peu de France, entre guillemets? Alors, de plein de choses. Il faut savoir que nous, on a une filiale aux États-Unis qui s'appelle Benny Murray qui fait les Kardashians. Et dans les Kardashians, ils ont lancé la marque Kardashian. Et après, il y a eu des sous-marques qui étaient issus des héros des Kardashians. Donc on a décidé de faire ce qu'on appelle nous dans le langage commun en télé, un spin-off, c'est-à-dire une marque déclinée. Et en l'occurrence, on a réfléchi à toutes les communautés qui pourraient nous intéresser. Et on s'est dit les Marseillais, au final c'était assez facile, il y a le nord, il y a le sud. Et on met sur les Marseillais, d'où le lancement des Marseillais. On ne s'attendait pas à ce que ça fonctionne si vite, si bien. Parce que pour le coup, là, on n'était pas dans la logique de on retrouve des gens qu'on connaît, mais on découvre toute une communauté. Et ça a très bien marché. Et surtout comme c'est des gens, et ça a été assez drôle pour nous en termes de casting, mais complètement différents des gens du Nord. C'est-à-dire que ils s'habillent pas de la même manière, ils n'agissent pas de la même manière, ils sont plus, alors je dirais entre guillemets, candidats de télé-réalité. On réfléchit à d'autres communautés aussi. Ouais. Les Lyonnais, tiens, ça pourrait être drôle, la cochonaille de Lyon. Voilà, alors ce qui est drôle, c'est que dès que je crois que quelqu'un, maintenant ils me disent les Rennais, incroyable. À chaque fois c'est ça. Donc après il y a les Corses, donc on s'est dit que si tu veux te faire sauter tes locaux, les Basques, je suis basque, voilà. Il y a les Bretons, il y a plein de communautés possibles. Alors ce qui est bizarre, c'est que souvent dans les programmes de télé ou même dans les reportages, etc., on voit toujours soit les ch'tis, soit les Marseillais. On a un peu l'impression que c'est un petit peu les deux populations cas sociales de la France, tu sais, qui sont très spéciales finalement. T'as pas l'impression qu'il y a beaucoup de moqueries en fait, les Marseillais qui sont un petit peu ouais, vive l'OM, et les ch'tis qui sont très langage incompréhensible. Le problème, c'est peut-être que c'est des clichés, mais c'est-à-dire que ces clichés correspondent à une réalité. Moi, je trouve que les vrais cas sociaux sont souvent dans les magazines, type les magazines de ex de la rue, etc. Ou là, pour le coup, de confession intime. Et souvent, ils vont dans le Nord chercher vraiment le fond de la mine. Et là, il y a des cas sociaux. Eux, c'est des jeunes qui bossent, qui sont comme ça. Ils sont juste différents. D'accord. Alors, à quand la réunion des Marseillais et des ch'tis? Je pense qu'on me pose souvent la question. C'est évident qu'on y pense, parce qu'eux-mêmes y pensent. En fait, au-delà de nous, je crois que les ch'tis, ils ont envie de se faire les Marseillais ont envie de se faire les ch'tis. Ce qui ne veut pas dire que ça va terminer en baston, parce que, par exemple, moi je suis intimement persuadée que Gaël, des ch'tis, va super bien s'entendre avec Chana, des Marseillais.
D'accord. Donc moi, ça m'amuse de voir comment justement la rencontre va se faire. Mais dans l'absolu, c'est pas tout de suite. Alors, comment arranges-tu un coup avec Thibaut? Thibaut est quand même très maqué. Hein. Oh, mais tu sais, ça c'est pas grave, un hétéro Non, quand mais ça a bu, ça c'est c'est plus toujours, fidèle. ça c'est votre grande théorie qui me fait beaucoup mourir, de tous mes potes homo qui me disent de toute façon un hétéro n'est jamais un hétéro. Voilà. Donc ça c'est, peut-être, je ne sais pas, parce que vous êtes mieux placé pour le savoir que moi. Quoi qu'il en soit, lui il est très maqué avec Shana, et comme j'aime beaucoup Shana, je te présenterai pas tout de suite. D'accord. Alors en tout cas, Shana en ce moment fait scandale, t'as dû voir avec sa sextape. Quel est ton avis C'est Paris là-dessus? Hilton avec cette histoire. Est-ce que t'as pas un petit peu l'impression que du coup ça donne une mauvaise image à Shana et indirectement au programme? Elle le vit hyper mal, hein. Ça a été très compliqué parce qu'en fin de compte elle a su que ça allait sortir, je crois que c'est sorti dans l'entrevue, j'ai pas vu moi la sextape. Mais c'est sorti dans l'entrevue et elle était hyper emmerdée, donc on lui a expliqué un petit peu quelles étaient les démarches à suivre. En tout cas, tu la juges pas et toi tu t'en fiches. En même temps, Alexia est connue pour être trash. Hein? Non, trash non. Bah, pas trash, mais ouvert d'esprit, oui. Je suis désolée pour elle, parce que je pense que ça c'est de l'ordre de l'intime et qu'elle peut faire ce qu'elle veut dans son intimité et c'était pas destiné à se retrouver dans le public. Alors il y a quelque chose qui est assez surprenant, c'est que la comparaison, bien entendu, on peut pas passer à côté les anges, les ch'tis. Alors ce qui est bizarre, c'est que dans les anges, on a des candidats très médiatisés qui défrayent la presse. Et les ch'tis sont beaucoup plus discrets, on les voit moins dans des scandales, on les voit moins en une des couvertures. Est-ce que c'est un choix de ne pas médiatiser vos candidats? C'est une bonne question. On a fait le même constat. Donc on s'est posé la question. Eux sont pas à la recherche de ça, vraiment. Et nous, on n'a pas besoin de cette com. Donc ils sont quand même pas complètement dans le même état d'esprit que les anges. Hein. Les anges, ils ont quand même déjà participé à beaucoup d'émissions pour se faire connaître. Et là, ils surfent sur ce truc-là. J'ai aucun jugement là-dessus. C'est complètement assumé, donc il n'y a aucun souci. Nous, ils sont quand même vachement là pour bosser. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que le fait de faire les ch'tis vous permet réellement de travailler. Et maintenant, ils sont très contents, quoi. C'est-à-dire qu'ils bossent. Donc ils sont plus à la recherche de boulot qu'à la recherche de notoriété factice, quoi. Mais je pense que certains des candidats des ch'tis devraient quand même faire un détour par ma baignoire. Alors tu sais que tu as échappé à la baignoire, je me suis dit mettre Alexia dans une baignoire, c'est pas très crédible, c'est bien mis sur un canapé. Mais je pense que voilà, il faudrait faire un peu plus de buzz avec certains candidats, les Gaëls qui ont quand même un côté très déjanté. Je pense qu'il n'y a pas de souci, la seule chose c'est qu'elle est à Lille, il faut que tu trouves ta baignoire. Ah, bah viendront, t'inquiète pas. On les bookera en boîte à Paris, puis voilà, très bien. Ah non, mais si tu les bookes en boîte à Paris, très bien, t'as raison, elles viendront. Ok, alors, deux candidats qui font beaucoup parler en ce moment, tu dois te douter de qui je parle. Nos chers Kelly et Christopher, qui n'ont donc pas participé au ch'ti à Las Vegas. Alors, quelles ont été les raisons qu'ils t'ont données? Alors, les raisons, ça s'est visiblement très mal passé, enfin, ça s'est pas visiblement, ça s'est très mal passé, on peut l'assumer, parce que les images étaient là. À Mykonos, ils avaient peur que Tressia soit encore là sur Las Vegas, ce qui était prévu. J'ai vraiment essayé de les convaincre parce que quand même ils font partie de la famille qui viennent. Et puis à un moment, j'ai senti une telle rancœur, une telle haine que je me suis dit que ça allait vraiment péter là-bas. Apparemment, ils auraient donc décidé de, entre guillemets, prendre un petit temps de pause pour sauver leur couple. C'est ce qu'elle nous a fait. Maintenant, elle voulait participer aux Anges de Tariété. Je ne suis pas convaincue que l'argument de sauver son couple et d'aller faire les Anges de Tariété soit... Alors oui, justement, en ce moment, elle s'est donc envolée donc, à Miami. Tu es au courant? Alors, tu as appris la nouvelle quand des Anges? Parce que c'est vrai que ça circule depuis pas mal de mois. Ça circule depuis longtemps. Il s'avère qu'ils ont un contrat qui les lie avec nous jusqu'à... je sais pas, ça va être septembre, un truc comme ça. Sur lequel ils ont été rémunérés. Et c'est un contrat qu'ils ont signé, qu'ils ont lu, qu'ils ont signé d'année en année. Donc ils ne peuvent pas normalement exercer, participer à un autre programme de série-réalité. Ils pourraient très bien faire un documentaire, ils pourraient très bien faire, je sais pas quoi, une fiction. Mais ils ne peuvent pas faire un programme de cette même teneur. Apparemment, d'après mes infos, Kelly et Christopher ont interdiction, alors on ne sait pas de qui, de tourner les Anges. Ils sont donc à Miami sans rien faire et n'ont pas intégré la Maison des Anges. C'est évident qu'il y a un contrat et qu'on fera respecter nos droits. Donc en gros, s'il participe, tu n'hésiteras pas à intenter une action en justice. Bien sûr. D'accord. Ok, c'est ce qu'on voulait savoir. Ah bah non mais c'est évident quoi. Oui, il y a clairement des lettres qui ont été envoyées. Oui, ils savent très bien qu'ils doivent respecter leur contrat. On a eu des échanges très clairs, autant la chaîne que nous, quant à leur situation juridique. C'est quand même rare qu'une émission, c'est pour ton cas, c'est pas une émission de télé-réalité, mais on va dire qu'un programme comme ça fasse signer aux candidats des contrats d'exclus. Enfin, en tout cas, Secret Story ne le font pas, les Anges non plus. Mais par exemple, moi je le faisais sur Miss France. Je l'ai fait assez régulièrement, mais tu sais, il y a eu toute cette histoire
de salariés. Tu te rappelles ce procès qu'il y a eu? Oui. Voilà, il y a eu un avantage, c'est que ça nous a mis dans un cadre un peu plus légal. Voilà, ouais. Donc voilà, pourquoi pas utiliser un cadre légal. Les ch'tis sont rémunérés quand ils participent au programme, ils ont des clauses d'exclusivité, tout ça est très sain, c'est déclaré, tout est normal. Voilà, je fais respecter mes contrats quand on envisage de l'enfreindre. Alors, en tant que prêtresse de la télé-réalité en France, j'aurais aimé savoir comment tu t'y prenais pour caster, quel type de profil une productrice recherche et comment tu t'y prends en fait pour dégoter des nouveaux talents. Alors, il y a plusieurs choses. Un, je dis toujours la même chose, un bon casting est fait de bons casteurs. C'est-à-dire que si vous n'avez qu'une personne qui fait le casting sera mauvais. Si vous avez vous-même des personnalités très différentes, très disparates dans vos casteurs, ils vont ramener des gens qui seront très différents, très disparates. Et ça va faire un bon casting. Je raconte toujours ça. J'ai travaillé très longtemps avec Angela Lorente, qui est une super copine et avec laquelle vraiment on était très complémentaires. C'est qu'elle est aussi almodovarienne, que je suis un peu snob. J'adore. Non mais la réalité c'est que elle était sur Stevie et Luana et moi j'étais sur Jean-Édouard et Laure. D'accord. Laure, on reconnaît la touche Alexia Laroche-Joubert. Mais donc c'est cette association qui est forte. Donc c'est pas moi qui influe sur le casting. Ça peut m'arriver, par exemple, je pense que je dînais avec Jean-Pascal Lacoste lundi et l'histoire de Jean-Pascal c'est qu'à un moment je me disais tiens j'ai envie d'avoir un mauvais élève dans la Starac. Et il s'avère que je suis basque. Et j'ai dit, s'il y en a qui sont des vrais glandeurs, c'est c'est les maîtres nageurs basques, hein, qui sont quand même qui se la pètent. Hein. Et j'ai dit, allez voir, vous allez peut-être en trouver un qui chante. Donc là, c'était moi qui voulais quelque chose. Mais il y avait plein d'autres candidats qui étaient, un qui était choisi par Pascal parce qu'il adorait, un choisi par moi, un choisi par TF1, enfin voilà. D'accord. Alors en tout cas, tu n'as pas choisi Jérém Star pour Dilemme. Non on n'a jamais compris pourquoi. Parce que c'est pas moi. Moi, je sais que ça m'intéressait vachement. Je te rappelle aussi qu'à l'époque, quand même, parce que tu étais un peu plus trash que maintenant. C'est vrai. Et donc, je pense que, que W9 était un peu méfiant. Ceci dit, quand on voit les Cindy Bastien qui sont quand même encore plus trash, avec des obus quasiment nus dans Dilemme, il y avait plein de choses trash. Je crois toi, tu en faisais plus commerce au début qu'elle était coiffeuse à l'origine. Oui, c'est vrai. Tu vois ? Alors que moi j'étais le minet le plus sexy du web. Toi tu t'es marketé comme ça. Donc je pense qu'ils ont eu un peu peur de ça. Mais moi j'avais pas de souci avec ça. Alors en parlant de Dilemme, je repense à une candidate dont tu dois te souvenir qui s'appelle Caroline Boutier, qui en ce moment donc a été violemment clashée, je sais pas si tu as suivi, chez Cyril Hanouna par Pascal Obispo, puisque Caroline présente une émission de poker sur l'énergie 12 et Pascal Obispo l'a comparé à un travesti, un travelot, et a remis en cause un petit peu son texte. Caroline a pété les plombs. Elle a parlé de suicide en disant qu'elle serait ravie que les gens qui la critiquent portent la croix de son suicide. Voilà, et c'est vrai que Caroline m'a confié à plusieurs reprises qu'elle vivait très mal l'après-dilemme, qu'il y a des gens chez elle qui venaient continuellement la harceler à son interphone, rayer sa voiture. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je vais essayer de mettre un peu de... Alors peut-être qu'elle le vit comme ça. Il y a une différence entre la réalité et la manière dont tu vis les choses. Peut-être qu'elle le vit comme ça. Moi, j'ai pas eu de nouvelles de Caro depuis la fin de Dilemme. Elle m'a jamais appelé. Donc si elle avait un vrai souci, elle nous aurait appelé quand même. Ils savent tous, on n'a pas changé de coordonnées. Moi, j'ai le même portable, tu le sais, depuis 20 ans. On est méga accessible. Après, sur Pascal Obispo, je sais pas pourquoi elle a fait ça. Ouais, donc elle était assez choquée. Mais en plus, elle bosse. Ça veut dire que si elle fait un truc sur Énergie 12, elle bosse. Oui, bon, c'est vrai que l'émission est un peu pourrie, qu'elle est même carrément ridicule. Mais, bon, même elle le dit, hein. Mais après, c'est vrai que Pascal. Elle n'aurait jamais bossé sur Énergie 12 si elle n'avait pas fait de Dilemme avant. Mais souvent, moi, je l'ai souvent vu pleurer. Elle est quand même. Elle est pas si forte que ça et je l'ai souvent vue dans des états. Qu'elle m'appelle. Hein. Voilà. Donc justement, est-ce que vous, quand les candidats vous appellent, vous êtes là pour eux? Il n'y a aucun problème. Alors, on a automatiquement une sorte de... Alors, on n'a pas une cellule intégrée, hein, mais on a des psys avec lesquels on travaille, qui prennent en charge dans ces cas-là les gamins qui rencontrent des difficultés. Alors, on ne va pas tomber sur une psychanalyse de 10 ans, quoi, mais ils sont accompagnés en cas de difficulté, oui, bien sûr. C'est pas les émissions de télé-réalité qui génèrent les psychoses. C'est-à-dire qu'il y a souvent une histoire sous-jacente, et j'en veux pour preuve Loana, où il y a quand même une histoire très 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 lourde dans son passé, qu'elle a refusé de soigner pour le coup. Parce que là, Luana, le nombre de fois que je lui ai proposé d'aller voir le psy, tu vois, il y a encore 2 ans, je lui ai proposé, elle a toujours été mordicus contre. Alors peut-être que ça a changé là. Est-ce qu'aujourd'hui tu es encore en contact avec elle? Non, moi j'ai arrêté tout contact avec elle. Je devais faire un documentaire dont elle était coproductrice, parce que j'ai essayé de lui mettre le pied à l'étrier dans la production, donc j'avais décidé qu'elle serait coproductrice avec moi sur elle. Et elle a fait une tentative, et là j'ai dit à Luana que je ne voulais pas filmer ça.
Donc on a convenu d'un commun accord d'arrêter le documentaire. Donc moi j'avais déjà tourné depuis un certain temps. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, je vais proposer avec Christophe Pina, qui s'occupe d'elle, dans un cadre hors film, hors tout, et elle a refusé. Et après j'avoue qu'elle s'est retrouvée chez Énergie 12 et j'ai plus eu de contact. Et je trouve ça très bien que Geoffre la fasse bosser. Hein. C'est juste que moi j'ai plus eu de contact. C'est compliqué d'aider Luana parce qu'elle refuse. Ouais, c'est compliqué. Alors c'est vrai que tu fais partie des productrices qui mettent en avant des jeunes qui, oui ou non, ça dépend, sont assoiffés de célébrité. Est-ce que tu n'as pas un peu l'impression par moment que ces étoiles qu'on leur balance dans les yeux, ça peut être parfois dangereux? Et où en sont les limites finalement? Alors, l'avantage de 10 ans, de 11 ans maintenant de télé-réalité, c'est qu'il y a un vrai regard et un vrai point de vue sur ce qui s'est passé, sur les travers, les choses qu'il faut éviter, etc., etc. Je trouve que maintenant c'est extrêmement bien encadré. C'est pas possible qu'un gamin se lance dans une aventure comme celle-ci sans savoir qu'il y en a au final très peu qui vont réussir. Maintenant on est beaucoup plus à même de les prévenir et de les encadrer et de leur dire voilà, amuse-toi, éclate-toi, tire le maximum de ce que tu as à tirer, mais fais attention, c'est pas non plus l'Eldorado. Voilà. Très bien, alors justement, ça permet de parler de l'évolution de la télé-réalité en France et de tous ces programmes. Comment tu vois la télé-réalité dans 10 ans? Oh, mais tu me poses des questions. Ah, j'adore! Comment veux-tu que je sache? Comment je la vois? Bah, je sais pas. Beaucoup plus trash, beaucoup plus soft? Non, en France, on n'ira jamais loin. On va quand même loin déjà. Ouais, non, franchement, par rapport à d'autres pays, je trouve qu'on est, ça va, on est complètement dans un cadre acceptable éthiquement et tout, non, il n'y a pas de souci. Où ça irait, réécriture de la télé-réalité d'enfermement. Voilà, je pense que Secret arrive un peu en bout de course. Donc, je pense qu'il faut réinventer là-dessus. En tout cas, c'est là-dessus que nous, on travaille avec Florence. Alors justement, tu me confiais l'autre fois à une conférence de presse des Ch'tis que tu avais envie de refaire de la télé-réalité d'enfermement. C'est vrai. C'est vraiment moi ce que... Tu travailles sur ça en ce moment. Ouais. Alors, ce ne sera pas de l'enfermement automatiquement à la plaine Saint-Denis, hein. Mais en tout cas, le principe d'enfermement m'intéresse. Y aura-t-il un dilemme 2? On connaît la réponse. Non, mais bon. il n'y aura pas de dilemme 2. C'est pas à l'ordre du jour. Le problème de ce procès, c'est que même si je l'ai gagné, et haut la main, j'ai quand même perdu 2 ans de procédure. Ouais, c'est sûr. Et donc, c'est 2 ans où tu ne peux pas vendre le programme. Donc tu as gagné ce procès? J'ai gagné ce procès, mais j'ai un vrai préjudice quand même. On a gagné sur 2 terrains. Il y a un terrain qui n'a pas beaucoup intéressé les médias, mais qui est intéressant pour les salariés, que je vais exposer. Puis le premier terrain, qui était le plus médiatique, qui était sur le terrain du genre. C'est-à-dire d'admettre que Endemol n'était pas propriétaire du genre télé-réalité. Ouais. Donc ça veut dire que je peux en faire, que tu peux en faire, que tout le monde peut en faire. Et puis il y avait un autre volet donc, qui était social, où on était sous-jacent dans ce procès le fait que j'étais partie de la société, mais que même si 2 ans après je faisais un programme, je n'avais pas le droit de le faire parce que j'avais tout appris mon métier avec eux. Oh. Et donc là, c'était alors que je n'avais pas de clause de non-concurrence. J'aurais une clause de non-concurrence, c'est exactement ce qui arrive avec Kelly et Chris. Ils m'ont payé pour ma clause de concurrence, j'ai signé, j'assume. Si évidemment je fais un programme comme ça, j'ai un procès et je le perds. Là, j'avais pas de clause de non-concurrence. J'étais absolument pas liée avec Endemol. Donc le problème, c'est que si j'avais perdu, c'était globalement une jurisprudence sur les salariés qui ne peuvent pas, même s'ils n'ont pas de clause de concurrence, partir et exercer leur métier et ce dont ils ont été bénéficiaires et ce qu'ils ont appris en dehors de la société. Et ça posait un vrai problème social. Mais ça, c'est passé un peu à l'as. D'accord. Mais c'était un combat important. En tout cas, le procès est gagné, donc bravo. C'est cool. Quels sont tes rapports aujourd'hui avec Endemol? Aucun. J'ai aucun rapport avec Endemol. En gros, tous mes grands copains sont chez Shine. Ma bande de copains est chez Shine. Vraiment, mes gros potos, ils sont chez Shine. Donc les soirées de beuverie, c'est avec eux? Non, mais ça, j'adore Shine. On est vraiment... voilà, on est très proches. Et chez Endemol, il reste une de mes très bonnes amies qui est là-bas, à qui je dîne la semaine prochaine. Mais c'est le seul contact que j'ai avec Endemol. Alors dans quelques jours, quelques semaines, The Voice qui débarque sur TF1. En ce moment, c'est la multiplication des télécrochets. Alors, est-ce que tu as regardé la Starac sur Énergie 12 et quel est ton avis? Moi, j'étais moins dure que les gens. Je trouve qu'automatiquement, il y a un aspect très déceptif sur le plateau parce que ça, pour le coup, la décote est telle que c'est pas possible de ne pas être déçu par le plateau. Voilà, ça, c'est le premier point. J'étais déçue par le niveau vocal des gamins, mais moi, je pense que l'idée, c'était en fait, ils se sont achetés une marque pour faire la quotidienne qui marche très bien d'ailleurs. Est-ce que l'écriture a été renouvelée selon toi? Non. Non? Non, c'est ce que j'ai regretté, moi.
C'est que je trouve qu'il y aurait pu avoir un travail de renouveau beaucoup plus fort. Et il y avait justement dans une émission de médias une interview où tu parlais d'un pacte de non-agressivité qui existait à l'époque entre les télécrochets. Ouais. C'était quoi ce pacte? Il existait vraiment ou c'était enfin, façon de parler? Bah, on était dans un monde assez civilisé. Créer un conflit, c'était créer de la pub pour l'autre aussi. Ouais. Donc, on se tolérait l'un l'autre en faisant attention de ne pas se marcher sur les plates-bandes les uns des autres. Voilà, ce qui ne veut pas dire qu'on ne s'observait pas. Mais en tout cas, on était plutôt assez respectueux les uns vers les autres. Nouveau programme aussi sur TF1, Splash. Alors là, on t'en parle en ce moment, puisque Bon, tu avais été contacté par M6 pour faire l'adaptation de ce format. Bon, là, c'est en duo. On est propriétaire dans le groupe du format d'origine, D'accord. qui s'appelle Stars in Danger. Ah, vous êtes propriétaire depuis de tout, 2004. vous. Bon, on est un gros groupe maintenant. Incroyable. Depuis 2004. Et il s'avère qu'il y a iWorks, qui est une société étrangère, qui a copié notre format sur lequel il y a une procédure. Ah, ça y est, tu attaques. Bon, on attaque, oui. Sur lequel il y a une procédure, qui a fait Splash. Splash qui a été acheté par TF1. D'accord. Et donc nous, on travaillait avec M6 à l'adaptation de Stars in Danger, qui était en effet en binôme. D'accord. Et donc finalement, M6 a décidé de déprogrammer ça parce que TF1 a dégainé. Ouais, on n'a pas déprogrammé, parce que le deal que j'avais avec M6, c'était soit j'arrive à shooter avant TF1, en sachant que moi j'ai démarré la production 2 mois après eux. Donc quand même, c'est-à-dire que, et sincèrement, et ils ne pourront pas dire le contraire, ils ont eu peur. Bah, c'est pour ça qu'ils ont avancé leur programme d'ailleurs. Ils ont avancé de beaucoup, ce qui à mon avis d'ailleurs ils met en risque. Mais parce que je sais qu'ils n'avaient pas bouclé le casting quand ils ont annoncé le programme. D'accord. Donc c'était pas évident. Bon, il n'y a que des has-been, hein, on a vu dans les. Ouais, les j'étais un peu candidats. déçue par le casting pour le coup. C'est vrai qu'il y a Non, pas. il y a Jean-Pascal. Oui, il y a Jean-Pascal. Il y a aussi Nadège, la grande gagnante de Secret Story. Qu'est-ce que tu penses d'elle? Tu as vu un petit peu ce qu'elle Pas faisait? du tout. Non, tu sais pas trop? Non, pas du tout. Et tu me parlais l'autre fois d'Ayem qu'apparemment t'aimes beaucoup. Ah, j'adore. C'est bizarre. Ah bah non, pourquoi? Bah, Ayem est quand même pas la personne qu'on adore en général. Ah, j'adore ce qu'elle dégage. Je la trouve hyper rigolote, super mignonne, pleine de vie. Je trouve qu'elle se démerde bien. Ah non, mais moi j'adorerais travailler avec cette fille. Je la trouve hyper C'est vrai intéressante. qu'elle est très belle et qu'elle présente pas mal Elle finalement. me présente vachement bien. Attends, elle est quand même hyper novice. Ça fait quoi, 2 ans? Comment tu vois donc Secret Story aujourd'hui par rapport toi à ta promo? T'en as fait 15, c'est ça? Ouais, j'ai fait Le la première. premier. Aujourd'hui, on en est quand même à la 6e édition. Qu'est-ce que t'en penses de cette évolution? Bon, ils sont quand même, c'est déjà pas mal de faire 6 émissions, je trouve ça plutôt bien. Ouais. J'ai pas du tout regardé. Alors, c'est un programme, en fin de compte, c'est très bizarre, ça m'a vraiment touchée quand je suis partie dans des malls, de pas faire les autres secrets. Ce qui fait que je les ai très peu regardés. D'accord. Mais vraiment, c'était un point affectif un peu fort, parce que j'adorais Secret. Bon bah écoute, très bien, je pense qu'on a fait le tour. Peut-être as-tu quelque chose à nous révéler? Un nouveau programme qui débarque? Non, Alexia non, Goes to Hollywood, je sais Non, pas. non, j'ai plein de choses en ce moment, donc la boîte fonctionne très bien. Bah si, j'ai quand même un programme qui démarre sur M6, parce qu'à raison de ne pas avoir annoncé le mien, j'ai quand même annoncé un programme sur M6. Donc je fais Célibataire recherche grand amour, D'accord. et un magazine sur les célibataires qui recherchent l'amour, qui vont être accompagnés de coachs de l'amour, et c'est super, c'est un super programme. Y aura-t-il des candidats gays? Il n'y en a pas sur la première édition, mais il n'y a pas de C'est raison. bête, hein? Il n'y a pas de raison pour qu'il n'y en ait pas. Vous avez moins de difficultés, j'ai l'impression. Ah, tu rigoles, on a beaucoup plus bon, de c'est difficultés. Bah, le milieu gay est quand même un milieu malsimple où les gens ne veulent que coucher, la stabilité n'existe pas et surtout c'est la oui, consommation. Ah oui, mais c'est très dur. Ah, c'est vrai? Ah, très très dur. Ouais. Non, mais t'as raison, c'est vachement de la consommation. Ouais. Bon, bah écoute, on regardera ça avec intérêt. Merci pour cette interview et puis à bientôt, je ne sais où. Hein? Eh ben, partout. Voilà, partout. Ciao!